Bon, eh bien écoutez, alors on va donner la parole à Roland et Mathieu sur l'antibioprophylactie. Bon, bah ça va, c'est bon, de toute façon, elle est dans la checklist, mais est-ce qu'elle est bien faite? Voilà. Et quels sont les principes? On vous écoute. Merci. Je vais partager. C'est bon, vous avez votre écran? Oui. Bon, merci beaucoup. Alors, merci à l'Académie de chirurgie de m'avoir invité pour parler de l'antibioprophylaxie. Juste, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Alors, je vais resituer un peu la problématique des infections du site opératoire et de l'antibioprophylaxie dans l'ensemble des infections post-opératoires. Juste pour rappeler, et beaucoup de choses ont déjà été dites, vous savez tous que les infections post-opératoires sont des infections nosocomiales, et la problématique de ces infections, c'est qu'elles augmentent la morbimortalité, nous on le voit beaucoup en soins critiques, la durée de séjour, le coût, et globalement, elles ont une incidence variable qui est, selon la littérature, enfin selon les études, entre 3 et 7%. Ces infections, elles sont respiratoires, urinaires, enfin, ce sont des bactériémies, et pour ce qui nous intéresse, en partie, ce sont des infections du site opératoire. Et ces infections du site opératoire, alors même si la définition est un peu challengée en ce moment, celle qui est actuelle, c'est une infection du site opératoire qui survient dans les 30 jours suivant l'intervention s'il n'y a pas de prothèse, et sinon c'est dans l'année s'il y a une pose de prothèse, la prothèse étant soit une valve cardiaque, soit une prothèse articulaire. Hop, on va essayer d'avoir ça, etc. Elle correspond, on l'a vu tout à l'heure aussi, à une infection qui est soit superficielle, qui va toucher la peau ou les tissus sous-cutanés, une infection qui peut être plus profonde, qui va toucher à ce moment-là les fascias, les muscles, ou alors une infection d'organes, une infection qui va toucher soit l'organe même, soit les organes sous-jacents à celui qui a été opéré. Alors, le point important, déjà, pour bien comprendre le principe de l'antibioprophylaxie, c'est les mécanismes de contamination, les mécanismes de l'infection du site opératoire, dont on a déjà parlé. Il s'agit dans tous les cas d'une contamination. Et cette contamination, elle a lieu à tous les temps, elle peut avoir lieu à tous les temps opératoires, c'est-à-dire en préopératoire. C'est une contamination de la peau déjà par un germe, d'où l'intérêt de la douche par exemple. C'est la contamination en péropératoire, et il y a deux grands mécanismes en péropératoire. C'est soit une contamination qui est endogène, c'est celle qui est majoritaire dans plus de 90% des cas, ou alors exogène. C'est une contamination qui est minoritaire, essentiellement par le personnel soignant. Et cette contamination, on revient sur l'endogène, elle revient sur le passage de bactéries qui sont au niveau des berges et qui vont rentrer dans le site. Ensuite, il y a les contaminations post-opératoires qui sont dues à soit une mauvaise manipulation de drain, mauvaise pratique sur les pansements, etc. Alors, quels sont les facteurs d'infection du site opératoire? Ils vont dépendre bien sûr du terrain du patient, on a déjà un peu vu ça, du chirurgien et du type de chirurgie, puis on pourrait dire aussi de l'anesthésie, s'il fait bien l'antibioprophylaxie, je peux me moquer un peu d'anesthésie, je suis anesthésiste. Donc pour le patient, on l'a vu ça tout à l'heure, c'est son statut nutritionnel, ça va du patient complètement dénutri, mais aussi à l'obèse, les patients immunodéprimés, les patients diabétiques, les patients tabagiques. Tout ça sont des facteurs sur lesquels, pour certains, on peut agir, et ça dépend aussi du chirurgien. Alors, quand on dit l'opérateur, c'est essentiellement l'opérateur, bien sûr la durée de l'intervention, l'environnement, on en a pas mal parlé, et le caractère urgent ou pas. Pour revenir sur aussi le patient, il y a un statut qu'on utilise en anesthésie qui est l'ASA. Plus l'ASA est élevé, plus le risque d'ISO est important. Alors, comment est-ce qu'on va classer ça? Le risque d'ISO, il dépend aussi du type de chirurgie, et c'est là que tout le principe de l'antibioprophylaxie va arriver. Vous savez qu'il y a la classification de telle meilleure, juste je la redécris un tout petit peu. Il y a la classe 1 qui est une chirurgie propre, c'est une incision
qui est primitivement fermé, qui n'est pas drainé, pas traumatique, il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas d'ouverture, soit de l'oropharynx, soit des voies respiratoires, soit du tube digestif, soit de l'appareil urinaire. Et ce qui est intéressant dans cette classification, c'est lorsqu'on regarde les infections du site opératoire, si on ne met pas d'antibiotiques, elles sont de l'ordre de 1 à 5%, et lorsqu'on met une antibioprophylaxie, un antibiotique, eh bien, ça descend en dessous de 1%. Après, vous avez la classe 2, c'est la chirurgie propre contaminée. Dans ces cas-là, il y a toujours une ouverture, soit de l'appareil génital, soit ou l'appareil urinaire, respiratoire, soit des voies biliaires. Mais dans tous ces cas-là, il n'y a pas d'infection des liquides, pas d'infection de la bile, pas d'infection des urines. Il peut y avoir, rentre dans cette classe, les ruptures minimes d'asepsie et les drainages mécaniques. Et après, vous avez la classe 3 et la classe 4, mais la classe 3 et la classe 4 sont des chirurgies qui sont dites soit contaminées, soit sales. Lorsqu'elles sont contaminées, ça veut dire qu'il y a une ouverture du tractus, par exemple, biliaire ou digestif, mais avec une contamination importante par exemple, du contenu digestif. Et dans ces cas-là, sans antibiotiques, le risque d'infection est supérieur à 15% et diminue en dessous de 15%. Mais là, on n'est plus ce ne sont pas les classes qui nous intéressent, y compris la classe 4 pour l'antibioprophylaxie. L'antibioprophylaxie va intéresser uniquement la classe 1 et la classe 2 de la chirurgie. C'est l'antibiothérapie curative, ça c'est juste important de resituer ça, qui va être utilisé pour les classes 3 et pour les classes 4. Alors, quel est le rôle maintenant de l'antibioprophylaxie? Ce qu'il faut voir, c'est à la fermeture des plaies opératoires, on trouve souvent des bactéries pathogènes. Et il faut s'opposer à la prolifération de ces bactéries pathogènes. La notion d'inoculum dans l'infection du site opératoire est assez importante. Plus l'inoculum va être important, bien plus il va y avoir un risque important d'infection du site opératoire. Le rôle de cette antibioprophylaxie, ça va être donc de réduire la fréquence de survenue des ISO. Et globalement, lorsqu'on fait une antibioprophylaxie, on diminue grosso modo de plus de 50% la survenue d'infection du site opératoire. Alors qu'est-ce qu'il faut utiliser comme antibiotique? Il faut utiliser un antibiotique qui va cibler les bactéries qui vont être le plus souvent au niveau du site opératoire, et on va en parler juste après. Et bien sûr, il faut qu'il y ait une efficacité prouvée de cet antibiotique. Alors, quelle cible? Par exemple, si on va cibler la peau, par exemple pour l'orthopédie, on va essentiellement cibler des germes qui vont être sur la peau. Essentiellement, ce qui nous intéresse, c'est le Staphylococcus aureus métisensible, aussi les épidermidis, et les autres germes de la peau, comme les microcoques, les corynobactéries, etc. Si on fait de la chirurgie digestive, on va plus se situer sur des streptocoques, des entérocoques, des Escherichia, des BGM, on va dire communautaires, Escherichia coli étant le principal, et des germes anaérobies. Alors, quel antibiotique utiliser? Il faut qu'il soit efficace, bien sûr, sur les germes concernés. Alors, les critères qui ont été pris lorsqu'il y a eu la révision de la soirée, les recommandations, les RFE, en gros, il fallait qu'il y ait un faible coût, qu'il y ait peu d'effets indésirables, évidemment, ou en tout cas, sur pas d'effets indésirables, c'est encore mieux. Et un point très très important à l'heure actuelle, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit générateur d'émergence de bactéries résistantes. Et donc, de préférence aussi, il faut utiliser des antibiotiques qu'on n'utilise pas dans les traitements curatifs. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme antibiotiques? Vous savez que la plus grande famille d'antibiotiques sont les bêta-lactamines. On va utiliser deux grands types d'antibiotiques principalement. Ce sont les céphalosporines, soit de première génération, de seconde génération, soit les familles des céfamycines. Alors, dans les céphalosporines de première génération, par exemple, c'est la céfazoline qui va être l'objectif de la céfazoline, c'est ce qu'on va utiliser par exemple en orthopédie, c'est de cibler le Staph aureus méties ou les Staph epidermis. Pour la seconde génération, ça va être plutôt pour la chirurgie digestive, c'est la céfamandole ou la céphoroxine qui va cibler les coxigrammes plus et les BGN. Et si on veut cibler plutôt les anaérobies, et bien à ce moment-là, on va utiliser la céfoxytine, par exemple, c'est ce qu'on utilise dans les recommandations françaises, qui est de la famille des céphamis.
Alors, schématiquement, pour tout ce qui va être de la peau, on va utiliser les C1G, par exemple la céfazoline. Pour tout ce qui est l'arbre respiratoire digestif, plutôt sus-méso, on va utiliser des CEG, céfamandole, céfuroxime. Ou si c'est du digestif un peu sous-méso, on va utiliser la famille des céfamycines comme la céfoxime. Si vous avez une allergie au bêta-lactamine, les recommandations sont d'associer le plus souvent soit un glycopeptide, par exemple la vancomycine la plupart du temps, un imidazolé en fonction du type de chirurgie, et si vous voulez cibler les BGN, on peut utiliser un amyloside en association avec les autres, par exemple la gentamicine contre les BGN. Alors, quand injecter, ça c'est un point juste majeur, je pense, dans l'utilisation de l'antibioprophylaxie. Je vous ai mis ici l'étude de Classen qui est un peu, il me semble, l'étude princeps sur le timing de l'antibiothérapie prophylactique en chirurgie. Classen a pris un peu plus de 1700 patients qui étaient opérés pour des chirurgies de classe 1 et classe 2 et qui ont eu une antibioprophylaxie. Il a regardé, en fait, quand a été injecté l'antibiotique. Et ici, vous avez le timing de l'injection par rapport à l'incision de l'antibiothérapie, antibioprophylaxie, et ici, vous avez le taux d'infection du site opératoire. Et on voit que globalement, lorsqu'on est aux alentours d'1 heure avant l'incision, et bien c'est là qu'on a le pourcentage le moins important d'incision. Et lorsqu'on voit ça, et lorsqu'on regarde toutes les autres études qui sont sorties, on a parlé du timing de 120 minutes tout à l'heure par exemple, il y a l'étude de De Jong que je vous ai pas montré en 2017 en médecine, qui a regardé 55 000 patients, mais il trouve une augmentation du nombre d'infections du chute opératoire lorsque l'antibioprophylaxie est faite plus de 2 heures après ou plus de 2 heures avant l'incision. Donc le timing est majeur. Et lorsqu'on regarde par exemple une chirurgie particulière qu'on fait beaucoup à la Croix-Saint-Simon, qui est la chirurgie de la hanche, et le timing de l'antibioprophylaxie est un des facteurs les plus importants d'infection du site opératoire. Alors, lorsqu'on regarde ici vous avez le timing de l'antibioprophylaxie avant l'incision, après l'incision, et ici le pourcentage d'ISO, et bien, lorsqu'on a un timing entre 30 minutes et 1 heure avant l'incision, et bien c'est à ce moment-là qu'on a le moins grand pourcentage d'infection du site opératoire. Alors, quelle dose maintenant? Alors, juste, les recommandations sont assez faibles. Le principe est assez simple. On double la dose d'antibiotiques qui est utilisée en curatif. Pourquoi on double la dose? Parce que ce qu'on veut, et assez rapidement, même sur des bêta-lactamines, on va avoir une concentration tissulaire optimale au moment de l'incision. Et globalement, ça explique que si vous le faites trop tôt ou si vous faites trop tard, vous n'avez pas cette concentration au site de l'incision. Un autre point très très important, qui est nouveau sur les recommandations de 2017, c'est chez l'obèse, tout simplement on double la dose recommandée. C'est-à-dire qu'en gros on fait x4 du curatif. Est-ce qu'il faut réinjecter? Oui, il faut réinjecter, ça dépend du temps et de la durée de la chirurgie, et ça dépend aussi de la demi-vie de l'antibiotique. On va injecter en gros très schématiquement toutes les 2 à 4 heures selon l'antibiotique. Si on prend par exemple la céfazoline qui est la C1G dont je parlais tout à l'heure, ça sera toutes les 4 heures. Et pour les autres, la céfamandole, la céfuroxime, la céfoxitim, ça sera toutes les 2 heures. Alors quelle durée pour l'antibioprophylaxie? Et ça c'est un sujet important. C'est de l'antibioprophylaxie. Normalement, ça ne dépasse pas le temps opératoire. On ne fait pas d'antibiotiques plus de, en gros, 24 heures, exceptionnellement plus long, mais il faut le discuter avant. L'antibioprophylaxie, pour les bonnes pratiques, doit être fait uniquement pendant, un tout petit peu avant l'incision, bien sûr, et pendant le temps opératoire, et pas plus. Alors, tout ce que je vous ai dit sont dans l'actualisation de ma société savante, de la SFAR, où il y a des recommandations formalisées d'experts en 2018. Vous retrouverez
l'ensemble des antibioprophylaxies à faire selon les types de chirurgie et maintenant aussi en médecine interventionnelle, ce qui se développe de plus en plus, elles sont, lorsqu'on les compare par rapport aux recommandations internationales, un tout petit peu différentes, par exemple sur le timing, parce que ma société savante dit, c'est supporté par quelques papiers, mais qu'elle doit précéder l'intervention d'environ 30 minutes, ça c'est une chose importante. Juste pour l'anesthésiste, elle doit être séparée de 5 à 10 minutes par rapport à l'induction, juste sur un problème d'anaphylaxie, pour savoir quelle est la drogue qui a causé l'anaphylaxie. Et on le disait tout à l'heure, l'application de la checklist, normalement, en tout cas à l'entrée, à l'arrivée du patient, doit faire vérifier quand même l'administration d'antibiotiques. Cette administration doit être vérifiée sur la checklist. Normalement, bloc opératoire, en tout cas nous, c'est qu'à la Croix on le fait, mais dans plein d'endroits, parce que c'est un gros critère qualité, on vérifie sur la checklist et normalement, c'est ce qui pourrait expliquer que l'antibioprophylaxie soit quand même aussi de mieux en mieux. Juste, je le redis sur le take-home message, c'est le plus souvent uniquement pendant la période opératoire et juste quelques petites notions qui apparaissent dans les recommandations, je n'ai pas discuté avant, c'est que s'il y a un drainage, il n'y a pas de différence d'antibioprophylaxie, il y a des choses qui traînaient, l'ablation des drains par exemple, il n'y a pas d'antibiotiques à faire. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement sur l'antibioprophylaxie et de façon assez synthétique. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Roland pour ce très beau panorama. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle mesure on est amené à adapter la molécule utilisée à l'écologie bactérienne du lieu? Oui. Alors du lieu, moi je dirais plutôt les grosses questions qu'on se pose actuellement plus que du lieu. Alors c'est sûr, s'il y a une épidémie dans un service de chirurgie de ça, on va en discuter, mais ce qui nous pose plus de problèmes, de plus en plus, c'est les émergences des EBLSE, des entérobactéries qui ont une bêta-lactamase à spectre étendu. Et qu'est-ce qu'il faut faire sur ces patients porteurs? Alors, nous, on a une attitude assez pragmatique. Quand j'étais avant au GH Nord avec Jean-Ralph Zard, on avait regardé un peu nos patients de chirurgie et globalement, les tout venants avaient, je crois, de mémoire, plus de 10 à 15% des patients qui venaient de ville étaient porteurs de BLSE et ils avaient une antibioprophylaxie tout à fait normale, non adaptée. Il n'y avait pas plus d'infections du site opératoire, notamment à l'EBLSE. Mais ça, c'est pour le tout venant. Après, j'aurais tendance à dire que si on prend par exemple la chirurgie, et ça c'est l'attitude qu'on a, la chirurgie orthopédique, on veut viser la peau, un porteur de BLSE ne posera pas tant de problèmes que ça. Par contre, après, ça se pose sur la chirurgie digestive. Quid de celui qui a le BLSE et qui a une chirurgie digestive? Et là, c'est une discussion qu'on a avec les infectiologues et il n'y a pas de recommandation ferme, en tout cas pour le moment. On essaie quand même, parce que le problème des EBLSE, globalement, c'est qu'il faudrait utiliser des PNM en prophylaxie, ce qui semble être quand même intellectuellement un peu compliqué. Donc, c'est une discussion qu'on a et on n'a pas de réponse nette. Je voulais vous poser une question sur les antibiotiques et prothèses, parce que bon, on nous a tous appris quand on était petit que dès qu'il y avait une prothèse, il fallait faire une antibioprophylaxie. Mais maintenant, on voit apparaître des recommandations particulières en matière de hernie inguinale, où il est recommandé de mettre des plaques, où on nous dit « Ah ben non, mais finalement, c'est pas systématique ». Alors, ça pose quand même des... D'abord, je voudrais connaître votre point de vue, et puis, je ne sais pas d'ailleurs si l'ASPAR est sur cette ligne ou pas, et ça pose quand même des problèmes de responsabilité médico-légale. C'est-à-dire qu'on conçoit bien qu'un malade ASA1, pour une intervention qui va bien se passer, qui va être courte, etc., on peut comprendre. Mais si on a le moindre problème, on sera quand même ennuyé. Alors, de mémoire, c'est longtemps que j'ai pas fait de prothèse, d'hernie. J'avais fait le topo pour l'académie sur les hernies il y a quelques temps. Je sais plus si la SFAR dit d'en faire. Mais en fait, ce qui se passe, moi, quand je discute avec mes chirurgiens, notamment quand il y a des plaques, ils disent que les plaques sont même maintenant
plutôt bactériostatique, bactéricide plutôt, donc la plaque en elle-même. Après, sur le problème médico-légal, on peut en parler, sur les expertises. Globalement, qu'est-ce que va regarder l'expert? S'il y a une ISO, c'est tout simplement ce qu'on regarde quand on fait des expertises, on regarde les recommandations. Et c'est ce que fait mon collègue chirurgien aussi quand on a des expertises sur les ISO. Globalement, si on a suivi les recommandations. Oui, alors. Ouais, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas. Le problème n'est pas médico-légal en soi, c'est pas le sujet. Maintenant, ce qui est certain sur les hernies, c'est qu'on a drastiquement diminué les ISO et de mémoire, elles doivent être inférieures à 2%, si je me souviens bien, sur les dernières, notamment sur le réseau. Probablement parce qu'on a amélioré les plaques. Encore une fois, là, j'ai un trou sur l'antibioprophylaxie dans les hernies, mais je crois que la SFAR a une position de dire il n'en faut pas. Si je me souviens bien, je me trompe peut-être. Les hernies avec implant, une collègue m'a confirmé, c'est bien dans les recos de la SFAR. Alors, antibioprophylaxie Alors, c'est hernie simple sans implant. Oui. Oui. Ça a été apparemment enlevé en 2010 et remis récemment. Oui, c'est-à-dire que, en fait, C'est pour hernie avec implant, oui. je vous pose la question parce que c'était effectivement ce que nous avait recommandé, c'était très confortable. Et puis là, il y a une société européenne de hernie qui s'appelle le HS, qui nous dit, oh ben non, finalement, c'est peut-être pas obligatoire. D'ailleurs, dans les cas simples, il ne faut pas le faire. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je respecte tout à fait les recommandations de la SFAR parce que nous, on a ça depuis des années. C'est vraiment des guides très intéressants pour nous, mais la multiplication de ces recommandations pose quand même problème. Je parle entre sociétés savantes. Je suis d'accord avec vous, mais après, j'ai pas la réponse à. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi j'en ai deux, s'il vous plaît. Donc merci pour votre présentation. Vous parliez justement des 30 minutes là, qui sont indiquées par les RFE comme temps, comme délai d'administration de l'antibioprophylaxie avant incision. Je voulais savoir, est-ce que vous savez pourquoi la SFAR n'a pas été plus précise, puisque dans certains documents on voit apparaître 30 à 60 minutes. Le fait d'avoir noté environ 30 minutes fait qu'il y a des interprétations différentes dans les établissements de santé à notre connaissance, puisqu'on travaille avec différents collègues là-dessus. Il y en a qui font du coup de 15 à 45 minutes, d'autres de 20 à 40. Alors je ne sais pas si ça change énormément les choses, mais est-ce qu'il n'y a pas à définir un temps en dessous duquel il ne faut pas descendre, par exemple? Est-ce que 15 minutes paraît la limite, ou est-ce que vous savez quelque chose à ce propos? Parce que quand on fait des évaluations de pratique, on est très gêné par ce environ 30 minutes, on ne peut pas trancher, quoi. On a déjà discuté, j'ai déjà eu cette discussion. Le problème de donner un temps, c'est un des points de recommandation qu'on dit environ 30 minutes. Le problème de donner un temps strict, c'est que si vous sortez de ce temps et qu'il y a un souci, on vous dira vous n'avez pas respecté. Donc ce flou-là, il est mis de façon à laisser un peu de flexibilité sur l'administration d'antibiotiques. Parce qu'en fait, lorsqu'on regarde, par exemple, prenons les prothèses de hanche à la croissance que je fais dans mon centre. Les chirurgiens mettent un temps record, ils mettent une quarantaine de minutes pour les faire simplex, et il y a un turnover très important dans la salle, et les environ 30 minutes, c'est compliqué d'essayer de respecter ce temps. Donc, voilà, j'ai pas d'autres. Donc vous disiez que... Il faut le faire avant incision. Ça, c'est... Oui, c'est ça. Mais dans l'analyse, vous disiez dans des analyses juridiques, du coup, comment c'est interprété? C'est autour de 30 minutes. Il n'y a pas de limite supérieure ou inférieure, quoi. Vraiment. Dans les textes, il n'y en a pas. D'accord. C'est vrai après, mettre une gourde de 1 heure à 30 minutes, ça serait intéressant, mais 1 heure avant, après, il y a un problème de faisabilité. Si vous dites, on va faire l'antibioprophylaxie 1 heure avant, ça veut dire qu'elle va être faite généralement en salle. La traçabilité doit être bien faite. Enfin,
vous voyez ce que je veux dire, sur toute l'organisation, ça devient... Mais c'est vrai que pour des personnes qui ne sont pas dans le sujet au quotidien, c'est vrai que dire que le délai est primordial, enfin est très important pour l'efficacité et en même temps être dans le flou, c'est particulier, quoi, c'est vrai. Et je ne sais pas comment les choses sont jugées, mais en tout cas en termes de structure régionale qui essaye de faire des évaluations, c'est pas simple de juger ce point-là, quoi. Moi, je sais, oui. Voilà. Donc on n'arrive pas à s'en sortir. Et une autre question, dans les RFE, il est indiqué, comme vous l'avez rappelé, un doublement des doses pour l'obésité, mais ça concerne visiblement les bêta-lactamines. On se rend compte, d'après ce qui est écrit, et on se rend compte qu'il y a des établissements qui doublent chez l'obèse pour tous les antibiotiques en fait. Alors est-ce que vous avez pareil une explication? Est-ce que ça vous paraît une bonne option ou c'est pas sous-entendu par les RFE a priori? Alors la dose recommandée de mémoire, elle est 30 mg kg pour la par ici on prend la vancomycine. En quadruple, hein, c'est ce que je voulais dire, en quadruple par rapport à la dose. Voilà. Mais c'est marqué pour les bêta-lactamines et on entend un peu partout que c'est généralisé. Je ne mettrai pas 60 mg. Je pense que c'est une interprétation des centres. D'accord. Ok. Parce que 60 mg, enfin la vancomycine a quand même une petite toxicité aussi rénale, donc ça fait des. Voilà. Ok. De mémoire, je ne crois pas que dans les RFE, ils disent de doubler la vancomycine. Après, la vancomycine, ça reste quand même, enfin, les allergies aux bêta-lactamines, c'est pas le plus fréquent non plus, mais c'est un point qu'il faudrait peut-être, j'en parlerai à ce qu'on faut peut-être préciser, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Bien, écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir parlé et répondu aux questions sur des problèmes qui sont quotidiens. Et donc les deux autres sessions vont être dans la même ligne et vont étoffer le sujet. Merci pour ces éclairements qui sont des choses quotidiennes, mais qui posent encore un certain nombre de questions, c'est absolument certain. Et le gros problème, pour beaucoup de choses, c'est quand même d'accepter de changer de comportement. Et ça, c'est je pense que c'est la pierre angulaire du projet. Merci beaucoup. Et donc, à bientôt. Je passe la parole. Juste un point, je viens de vérifier, la hernie sans plaque, on en parlait, il n'y a pas d'antibioprophylaxie dans les recours. Non, la hernie avec plaque, hein, c'est ce que vous disiez. C'est la hernie avec plaque, puisque c'est ça qui est recommandé actuellement. Oui, c'est ce qui est recommandé. En tout cas, je crois qu'on est dans les problèmes concrets, et je crois que c'est ça qui intéresse nos collègues, et merci beaucoup, parce qu'effectivement, ce timing, l'antibioprophylaxie par exemple, ça pose des problèmes pratiques, vous l'avez très bien souligné, c'est ça qu'on veut aborder. Et donc, merci à tous les orateurs. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur d'autres sujets, parce qu'on n'a pas épuisé le sujet des infections du site opératoire. Et nous allons décliner l'ensemble de ces sessions en e-learning, et comme ça, chacun aura à sa disposition pour apprendre des choses, même s'il n'était pas là aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, et j'espère à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.